J'invite messieurs Hervé Zwirm et Ivar Ekland à nous rejoindre pour une petite table ronde, écouter aussi leurs réactions par rapport à ce qui a été dit. Merci. Alors, peut-être avant de poser des questions précises à vous quatre, alors est-ce qu'on a le micro? Oui, ça marche, ça marche. C'est bon? Non, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, j'ai un. Super. On a tous un micro. Très bien. Donc avant de poser des questions précises, je voudrais peut-être recueillir vos premières impressions de cette tentative de faire une translation des concepts de la complexité au monde du management. Voilà, peut-être une réaction à chaud par rapport à ces deux interventions. Bon, je vais peut-être parler d'expérience, si vous voulez, non pas en tant que scientifique. J'ai eu le privilège de participer à une institution qui est probablement une des plus anciennes du monde occidental, la plus ancienne si on accepte l'Église catholique, et qui continue à subsister de nos jours, c'est l'université. Donc j'ai été dans une université, j'ai été président d'université, et je suis un peu choqué quand j'entends parler du nom de leader. Il n'y a pas de leader dans une université, c'est primum inter pares, c'est les décisions. Dans l'université que j'ai connue, sont des décisions qui sont par définition collectives. C'est le président de l'université, dans mon de doyen, n'impose pas quelque chose. Et dans ce type d'institution, qui en ce moment est quand même aussi au cœur de la transformation, elle est soumise à des transformations extrêmement importantes, ces structures changent. Mais pendant très longtemps, et tant que j'étais président, le but, on avait une institution où, comment dire ceci, le but était de rassembler. Et je vais peut-être un petit peu paradoxal, le rôle du président à ce moment-là, c'est, il n'est pas un leader, il cherche à développer le sentiment collectif. Je vais dire un peu paradoxal, quand j'étais président, j'avais toujours l'impression, je suis leur leader, il faut bien que je les suive. C'est un peu ça. Mais donc, déjà, l'idée de parler de leadership me paraît une mauvaise approche. C'est-à-dire, on tue un peu l'initiative. Donc, c'est ma première réaction, mais nous pourrons parler. Très bien, je vous remercie. Peut-être avant de donner la parole à Amine qui souhaiterait réagir, avoir l'avis d'Hervé Zwirm, peut-être aussi en tant que président d'une entreprise aussi. Donc voilà, votre autre casquette. Alors, mon autre casquette, effectivement, peut-être rapidement une anecdote. Comme vous l'avez dit, je suis président d'une entreprise qu'en fait je dirige maintenant depuis plus de 20 ans, mais qui a une particularité par rapport à l'événement d'aujourd'hui. C'est que cette entreprise a été créée en 1999 comme étant la partie européenne de l'entreprise que Stuart Kauffman avait créée aux États-Unis, à Santa Fe, comme étant une émanation du Santa Fe Institute, qui, comme on le sait, est considéré comme le lieu de naissance des sciences de la complexité, ou comme un des principaux lieux de naissance des sciences de la complexité, et sous l'impulsion de Ernst & Young. Et Stuart Kauffman a créé la société BIOS Group en 1995 avec comme idée d'appliquer toutes les techniques nouvelles scientifiques qui avaient été développées au Santa Fe Institute pour résoudre des problèmes extrêmement complexes des grandes entreprises aux États-Unis.
Et devant le succès de BIOS Group, à partir de 1995 jusqu'à 2000, ils avaient décidé avec le management de BIOS Group de faire l'équivalent en Europe, et c'est comme ça que ma société Eurobios a démarré en 1999, dans le même état d'esprit. L'idée étant d'appliquer les sciences de la complexité à la résolution des grands problèmes des entreprises. Et alors, pour en revenir à notre sujet de cette table ronde, en termes de management, je peux juste citer une anecdote, c'est qu'avant d'être président d'Eurobios, j'étais directeur général dans une beaucoup plus grosse entreprise, qui était une entreprise classique. Et en tant que directeur général, j'avais une équipe de directeurs avec moi, je faisais des réunions de direction, et c'était pyramidal. L'exemple parfait de ce qui a été montré dans un des slides, où on voit une pyramide hiérarchique de choses. Et en fait, j'avais l'impression de ne rien pouvoir faire. Et quand je suis passé chez Eurobios et qu'on a créé l'équipe, parce que rien n'existait à l'époque, eh bien, on a dès le début appliqué des techniques de management totalement différentes, puisqu'on était évidemment beaucoup plus petits et c'était plus facile, mais il n'y a jamais eu de rôle hiérarchique au sein d'Eurobios. Les projets sont définis ensemble, l'ensemble des collaborateurs participent, et on est une équipe qui élaborons de manière collaborative ce que nous faisons. Et à la fois, ça change complètement l'état d'esprit du mode de fonctionnement. C'est beaucoup plus efficace parce que tout le monde est impliqué. Et je dois avouer qu'en tant que dirigeant de l'entreprise, c'est beaucoup plus agréable de fonctionner comme ça que de fonctionner avec un mode pyramidal extrêmement rigide et strict comme je le connaissais auparavant. Merci beaucoup Hervé. Alors peut-être, je laisserai peut-être Amine répondre au constat, ou en tout cas voilà, de ce qu'a dit M. Ivar Eklund. Et puis peut-être, Jean, si tu le souhaites, répondre à M. Hervé Wirm par rapport à finalement cette théorie du zigzag. Donc voilà, vous avez vécu un peu les deux types de dynamiques d'entreprise. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'aller soit vers l'extrémité de l'une ou de l'autre. Voilà, on va peut-être laisser Amine en premier répondre à Monsieur Eklund. Sur le leadership. Sur le leadership oui. Dans le milieu universitaire. Alors, la définition je pense qu'il faut clarifier quelque chose. On n'est pas en train de dire qu'est-ce qu'il faut être pour être leader de. On est en train d'étudier un phénomène qui est des personnes qui sont des leaders avec des noms différents. Ils sont PDG, ils sont dirigeants, ils sont gérants, ils sont des commis de l'État. Donc ils ont une position institutionnelle. On ne peut pas leur enlever. Par contre, il y a eu des travaux nombreux sur le leadership en sens de gestion. Et ces travaux montrent qu'il y a des postures, des paradigmes radicalement différents dans ce leadership. On n'est pas forcément, et par défaut, dans le command and control. Donc il y a des nouvelles formes dites de leadership servant, ou de service, servant leadership. Il y a le leadership authentique. Mais à la rigueur, tout ça, ça importe peu. C'est simplement comment on va désigner ces dirigeants d'entreprise qui ont décidé à ce que la stratégie va venir du bas. C'est quand même des leaders, mais ce n'est pas des leaders au sens ils dirigent et ils dictent. C'est une posture et une philosophie du leadership qui est différente, qui est celle du jardinier, de celui qui fait enquête. Voilà, donc c'était un éclairage que je voulais apporter. Merci beaucoup, Amine. Oui, effectivement, par rapport à ce qu'a dit Hervé, c'est qu'on a l'image d'habitude, effectivement, que la grande entreprise est pyramidale, et quand on crée, alors c'était pas à l'époque une start-up, mais enfin, quand on crée une petite entreprise, c'est plus facile, effectivement, de la faire de façon organique, en réseau, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, il se trouve que certains d'entre vous le savent, c'est que le livre que j'ai montré tout à l'heure brièvement sur l'intelligence collective est un livre que j'ai fait en partie au Maroc, et avec une étude de plusieurs mois, pas en continu, mais sur les années 2018-2019 de l'OCP. Et donc, le changement à l'intérieur de l'OCP, avec le mouvement que Amine a mentionné, était tout à fait intéressant parce que c'est un exemple. Il y en a d'autres, heureusement, sur la planète, mais c'est un exemple de comment une entreprise de 23 000 personnes, venant d'une vision très pyramidale classique, peut vraiment changer complètement. C'est long, c'est difficile, mais ça a été une aventure extraordinaire. Et donc, vous êtes en quelque sorte, vous ici, les héritiers de cette aventure, puisque l'UM6P a été créé comme justement un des spin-up, comme on dirait dans les pays anglo-saxons, de tout ce qui s'est passé à l'OCP. Merci beaucoup, Jean. Alors peut-être pour rester dans ces challenges adaptatifs, etc., ou que ce soit dans ton discours, Jean, ou dans le discours d'Amine,
on sent comme une urgence ou presque une fatalité que de gérer des problèmes complexes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Autant, il y a 30 ans, donc tu donnais l'exemple de quelques entreprises qui avaient risqué de tenter de nouvelles choses. Là, de plus en plus, aussi à travers l'expérience de l'ABS et toutes les problématiques, Hermine, que tu accompagnes avec ABS sur la transformation, il y a vraiment ce dénominateur commun de complexité. Et donc, face à cette complexité presque, j'ai envie de dire, fatale, quels sont si tu peux peut-être en quelques mots résumer les principes fondamentaux des outils de développement organisationnel pour faire face à ça? Le premier outil de développement organisationnel, c'est la personne elle-même, le praticien, l'acteur professionnel. Et je vais le résumer, mais il y a des travaux qui étaient ça. Il n'y a pas de transformation collective possible sans transformation personnelle du dirigeant. La transformation, c'est pas quelque chose qu'on décrète. C'est pas une recette de cuisine. C'est pas du développement. C'est pas du voilà. On parle de soft skills. Peter Drucker disait soft skills are hard skills. Et Peter Drucker, un des plus grands penseurs du management du XXe siècle, disait la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Regardez que deviennent les plans stratégiques. Donc, j'ai envie de dire l'outil principal, à part le travail sur sa prise de conscience, sur le sens qu'on donne aux choses, sur son éthique. À partir de quelles valeurs j'agis? Pas des valeurs qu'on affiche sur le mur, non, des valeurs profondes, existentielles. À partir d'une position d'humilité. Je ne suis pas là pour être qu'un sachant, je suis là aussi pour être un enquêteur. Voilà, et donc on parle beaucoup de inquiry, de leadership, de leader enquêteur. Et le deuxième outil principalement que je voudrais évoquer, c'est celui de l'apprentissage émergent. C'est-à-dire, on agit sur les choses, on expérimente des choses avec les gens, sans décréter forcément. Alors, moi, je fais partie aussi de cette... Et là, c'est un troisième outil, c'est celui du bridging ou du maillage. On parle souvent, oui, bottom-up, oui, top-down. Ben, le tout bottom-up, c'est pas une religion non plus. Et donc, il y a quand même des mécanismes institutionnels. Et je pense que l'un des grands défis des dirigeants publics ou privés de demain, même d'aujourd'hui, c'est comment ils vont faire le pont, faire le bridge entre ces logiques descendantes et les logiques ascendantes. Et quand on regarde les défis de la régionalisation avancée, par exemple, ou des projets qui ont un caractère territorial, on voit bien la difficulté de gérer ces multi-échelles et ce multi-niveau. Donc voilà, et là, ça appelle un quatrième, et je ne suis loin d'être exhaustif, c'est un mécanisme de traduction, hein, dans le sens de la sociologie de la traduction, les travaux de Latour et Calon de l'École des Mines, c'est comment j'arrive à capturer l'essence de ce que je veux dire et trouver dans le référentiel de l'autre qui est en face de moi des éléments, moi j'appelle ça les connecteurs de sens, qui leur permettent de comprendre ce qu'on cherche à faire. Parce que des fois on partage le même langage, mais si vous demandez à un financier la performance, c'est pas... Le commercial va répondre différemment et le logisticien ou les spécialistes de la production va répondre encore différemment. Donc, des mécanismes de traduction. Bon, je ne suis pas exhaustif. Merci beaucoup. Pour répondre, oui, sur ce qu'a dit Hermine... Et on a aussi M. Ivar Ekland qui voudrait réagir, mais allez-y d'abord. Peut-être voilà une petite réaction et puis on vous passe la parole. Alors, je reparle de mon expérience personnelle. Il y a une chose, bon, j'ai été un spécialiste de théorie du chaos, et il y a quand même une chose que j'ai retenue qui m'a beaucoup servi. On vit dans un monde chaotique, ce qui veut dire qu'il n'est pas prévisible. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on pouvait à peu près prévoir, peut-être, mais disons, les choses changent extrêmement vite. Hein. Le mur de Berlin est tombé, etc. On vit dans un monde où c'est très difficile de prévoir et les choses vont très vite. Alors, et donc, on ne peut pas... Maintenant, il faut préparer, il faut imaginer, il faut préparer les choses, il faut avoir des plans pour des contingences. Parce qu'un jour, une porte... En général, on ne peut rien faire, on est bloqué de partout, il y a des règlements, il y a des concurrents, il y a le ceci, il y a le cela, mais il faut avoir des plans prêts. Parce qu'un jour, il y aura une opportunité. La porte va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir 5 minutes. Et après, elle se refermera pendant 30 ans. Mais il faut que vous soyez prêts pour passer par cette porte-là. Alors, c'est ça qui m'avait beaucoup servi. J'avais des plans prêts pour beaucoup de choses. Et l'exemple que je cite toujours, c'est la réunification de l'Allemagne. Après la chute du mur de Berlin, Helmut Kohl, on a vu la réunification de l'Allemagne. Ça n'aurait pas été possible 6 mois plus tard, ce n'était pas possible. La porte était ouverte, il est passé par là. Mais il était prêt.
Alors, dans votre vie aussi, ce sera pareil. Il faut avoir des plans prêts, de manière à ce que quand il y a une opportunité, on est prêt à passer la porte. Merci pour ce très beau conseil. Oui, Jean? Oui, je vais réagir. Effectivement, ce matin, Ivar Ekland a parlé de tout ce qui était le unknown unknown, et j'ai beaucoup apprécié ça, et son histoire du dé qui se casse en deux pour faire un 7. Effectivement, c'est une chose qui me paraît évidente dans un monde qui est de plus en plus complexe. On est certain qu'il y aura de plus en plus de choses imprévisibles, voyez-vous. C'est ça l'idée générale. Hein. On est certain de l'incertitude. Et donc s'y préparer, ça nécessite des qualités particulières. Moi, j'aime beaucoup un penseur américano-libanais, Nassim Taleb, qui a écrit entre autres un livre qui s'appelle Antifragile. Et il dit être antifragile, c'est comme un colis, vous savez, un colis postal, c'est marqué fragile, parce que si on tape dessus, le contenu va s'abîmer. Le colis antifragile, tenez-vous bien, c'est quelque chose où on tape dessus et le contenu du colis se renforce. C'est même pas la robustesse, c'est pas la résilience. Ça devient plus fort, le contenu du colis à l'intérieur, quand on tape dessus. Et ça vous paraît trop beau pour être vrai. Et pourtant, il fait remarquer, Nassim Taleb, que la vie est antifragile. Le principe du vaccin, c'est la chose de base. Hein. On vous donne une petite maladie pour que vous soyez plus fort après. En gros, ça prend la phrase de Nietzsche, hein, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut rechercher dans les entreprises et dans notre vie personnelle, et pour ça, il faut avoir de l'agilité, il faut avoir beaucoup de cordes à son arc, il faut être à l'affût, comme vient de le dire Ivar Ekland, de la fameuse porte étroite. Je crois que ce qu'il faut vraiment essayer de chercher aujourd'hui, c'est cette antifragilité à titre personnel comme dans les organisations. Merci beaucoup, Jean. Alors, peut-être une dernière question, mais vous avez déjà commencé à parler de ça. Il y a un point commun entre vos 4 discours qui est l'humilité. Donc, Amine, tu as parlé de humble inquiry, du leadership. Monsieur Ekland, vous avez parlé de unknown unknown, justement, le unexpected. Quelle posture face à cet unexpected? Monsieur Zvir, vous avez bien expliqué hier mathématiquement les limites de la science, etc. Ma question à vous, mais là elle s'adresse vraiment à vous de façon intuitive personnelle, est-ce qu'on peut conceptualiser, transmettre et pratiquer l'humilité? Est-ce que ça se conceptualise? Est-ce que c'est possible? Vu que, on a l'impression que ça devient presque vital pour le progrès. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut se risquer à répondre? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, justement, c'est là où je pense que la science... je mentionnais ce que Hervé Zinn a dit, mais j'aimerais bien mentionner mon maître Bernard d'Espagna, quand il parlait justement de réel voilé, c'est-à-dire que la science est capable elle-même de démontrer ses propres limites, et donc c'est une science beaucoup plus humble. Prigogine l'a dit aussi. Hein, c'est ça, c'est une science qui est beaucoup plus humble, parce qu'elle est consciente de ses limites. Elle n'a plus cette volonté de tout expliquer. Et c'est pour ça qu'il y a un lien tellement fort entre les nouveaux paradigmes scientifiques et la posture, pas seulement de manager, c'est vrai pour un homme politique, c'est vrai pour un président d'université, c'est vrai pour tout un individu dans un monde complexe. Et c'est ça, cette idée, évidemment, savoir qu'on ne pourra jamais tout savoir, c'est ça qui est quelque chose de très très important. Et c'est là où je dirais qu'il y a une vraie sagesse à avoir, aussi bien dans le principe d'incertitude de Heisenberg, selon moi, que dans le théorème de Gödel, d'où Grégory Chaitin nous a très bien parlé hier soir. Absolument. Merci. Oui, peut-être oui, monsieur. Alors, juste aussi, effectivement, il y a deux choses. Hein. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des choses qu'on sait et qu'on sait qu'on sait. Hein. Donc, je veux dire, en matière de réchauffement climatique, par exemple, sur la science, il n'y a pas de doute. Hein. Je veux dire que ça existe, oui. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des choses qu'on sait. Tout à fait. Évidemment, encore une fois, on est dans le paradoxe et la dialogique. On parle du unknown unknown, mais il y a aussi l'autre Amine, ou peut-être monsieur Zvir. La question était, est-ce qu'on peut apprendre l'humilité? C'est compliqué comme question. L'humilité est un état d'être. Par contre, on peut apporter un éclairage sur un certain nombre de micro-pratiques, de micro-processus, de qu'est-ce que fait le leader, soit par de la réflexivité, d'autres leaders, d'autres acteurs, ils ne sont pas être que des leaders, et apprendre un certain nombre de postures. D'abord, la posture dite de double loop learning, la réflexivité et l'apprentissage en double boucle. Je regarde comment je peux faire mieux, plus vite, etc. Mais aussi, je repense différemment mes hypothèses sous-jacentes.
l'endroit à partir duquel j'ai pris mes décisions et pour faire ce que j'ai à faire. Il y a aussi l'art du questionnement. Edgar Schein parle beaucoup de l'art de poser des questions. Et j'ai envie de dire que c'est la rencontre entre une compréhension, un contexte qui favorise une pratique. Ça se pratique, c'est pas en parlant qu'on va devenir. Et j'ai envie de dire une dynamique émotionnelle. Il y a deux drivers de changement, la peur et le désir. S'il n'y a ni peur ni désir, si l'acteur il est dans une sorte de sans faute, où il a tout réussi tout le temps, etc., c'est sûr que ça ne favorise pas l'humilité. Par contre, quand il se fracasse contre un mur et qu'il voit une difficulté majeure et qu'il se rend compte de son ignorance, de choses qu'il ignorait, et bien là, il peut se passer quelque chose, mais je ne sais pas si c'est la science qui peut y répondre. Merci pour ce début de réponse. Monsieur Zwirn, peut-être le mot de la fin pour clôturer cet atelier. De me laisser le mot de la fin, vous avez posé une question très difficile. J'en suis consciente, je me suis risquée à la poser à la fin, c'est pour ça. J'aurais tendance à séparer deux choses. Il y a d'abord l'humilité intellectuelle. Et l'humilité intellectuelle, c'est ce qui vient d'être évoqué. C'est une découverte relativement récente parce que les sciences du 19e siècle n'avaient pas cette humilité. Les scientifiques du 19e siècle pensaient, et ils avaient des raisons à l'époque de le penser, il ne faut pas les critiquer, mais ils pensaient que la science progressivement arriverait à tout expliquer et à tout comprendre. Ce qui était d'ailleurs noble dans l'état d'esprit, parce que le but de la science est de comprendre l'univers. Et l'idée que la science nous permettrait un jour de tout comprendre était une idée qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui, mais qui à l'époque était peut-être un peu légitime, mais qui en tout cas est une tentative que tout être humain a envie d'espérer possible. L'humilité intellectuelle consiste à se rendre compte, et la science du XXe siècle et encore plus celle du XXIe nous y a conduit, à se rendre compte que c'est un rêve inaccessible. Alors la science du début du XXe siècle a commencé à nous montrer que ça n'était pas possible. Alors, on a parlé, je ne vais pas revenir dans les détails sur toutes les découvertes scientifiques qui montrent les limites justement de ce que la science peut connaître. Ça a commencé, je ne sais pas si c'est la première historiquement, mais les travaux de Poincaré avec tout ce qui concerne les impossibilités de prédire des systèmes pourtant déterministes, dont Ivar Ekland a largement parlé, est une première étape. Bien évidemment, tout ce qui a été ensuite découvert en mathématiques, mais aussi en physique, avec la physique quantique, etc., montre que l'espoir de connaître l'univers dans le détail en le maîtrisant est vain. Et puis, plus récemment, les sciences de la complexité nous ont montré encore d'autres limites, ce qui veut dire que finalement, depuis un siècle, du point de vue intellectuel, nous avons à la fois appris plus de choses en un siècle que l'humanité avait apprises dans les siècles précédents. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a tendance à dire on limite la connaissance, donc finalement la science, ça ne sert pas à grand-chose. Pas du tout. On a plus appris en un siècle de connaissances que ce qui avait été accumulé par l'humanité depuis le début du moment où les hommes ont commencé à réfléchir, ce qui est monumental. Mais en même temps, et corrélativement, parce que ça a été ensemble, on s'est rendu compte que le nombre de choses qu'on ignorait et qu'on ignorerait toujours croissait lui aussi et était de plus en plus grand. Donc première chose par rapport à votre question sur l'humilité, eh bien l'humilité intellectuelle à laquelle nous conduit le fait que nos connaissances aient évolué justement. Et puis comme on est dans un atelier sur le management, là vous avez parlé d'humilité du manager ou du leader, et là j'aurais tendance à dire que ça ne se formalise pas, ça se montre, c'est le comportement des gens. Et là, je n'ai pas de réponse formelle à apporter, je dirais simplement que c'est dans le comportement des leaders que doit se manifester cette humilité dont vous parlez. Merci beaucoup, c'était un moment agréable en tout cas, et merci à vous, chers auditeurs.